Je suis Philippe Bancon, directeur du collège Saint-Vincent à Hendaye. Alors Saint-Vincent, c'est un ensemble scolaire avec une école et un collège sur 2 sites. Donc on a une école toute neuve au niveau énergétique qui est plutôt bien conçue. Par contre, on a un deuxième site, le site du collège, avec les CM1, CM2 également. Donc 300 élèves au collège et 100 CM1, CM2, 400 élèves. Là qui par contre sont à des bâtiments très anciens. Pour la majorité de ces bâtiments-là, la majorité c'est un mur en parpaing, avec dans le meilleur des cas un doublage en placo, mais sans isolation. On s'est penché sur ces questions énergétiques depuis 2019, dans une réflexion globale sur les questions écologiques. On a commencé par des choses assez simples, en tout cas les plus simples. On a des bâtiments sur le site donc, du collège et des CM, les plus récents. Sur ce site-là, les bâtiments datent d'une vingtaine, 25 ans et sont chauffés à l'électricité avec des chauffages électriques. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une sectorisation d'un pilotage par secteur qui se fait sur une application, ce qui nous a permis de programmer, d'être beaucoup plus rigoureux sur l'allumage des chauffages et surtout sur le moment où on les éteint, et qui nous a permis aussi quand on prête des locaux, qu'on loue des locaux, de louer ces locaux-là, qui sont du coup faciles à piloter, et on n'est pas obligé de tout allumer en termes de chauffage pour utiliser des locaux le soir ou le week-end. Voilà. Ça c'est la première chose. On a fait également sur des Algeco, on a mis en place une horloge qui permet d'être sûr que le chauffage s'arrête le soir et que personne ne les oublie. Puisque les Algeco, c'est toujours, on a 4 classes modulaires qu'on espère pouvoir remplacer par des vraies classes dans les années qui arrivent. Voilà, sur la partie des bâtiments qui sont chauffés au chauffage au gaz, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait installer des robinets thermostatiques dans chaque secteur, voilà, qui n'est pas un coût trop important, mais qui apporte vraiment un niveau à la fois de confort et de régulation qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que des robinets classiques. Mais voilà, comme on a entamé une phase de travaux, d'agrandissement sur ce site, on a profité d'avoir un bureau d'études thermiques sur ces travaux-là, sur cette phase de travaux, pour faire une étude globale du site au niveau thermique. On avait 5 chaudières. L'objectif, ça va être de réfléchir et de revoir l'ensemble de notre fonctionnement chaudière à gaz, de revoir entièrement notre fonctionnement. On démarre des phases de rénovation. Donc on a rénové le laboratoire, 5 classes, et à chaque fois qu'on fait ces rénovations-là, on isole entièrement ces parties. Ce qui nous a permis, par exemple, sur la partie qui a été rénovée assez récemment, de passer de 2 petites chaudières à une seule. Donc il y en a une seule qui a été conservée. Donc on n'a pas divisé par 2 parce que je pense qu'elle doit tourner à plein régime. Mais ce qui nous a permis de réduire quand même assez sensiblement par l'isolation la consommation de gaz. L'idée, c'est maintenant, phase après phase, c'est assez compliqué parce que les bâtiments ne permettent pas une isolation très simple, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Donc on va être obligé d'avoir des choses qui sont un peu compliquées en termes d'isolation. Mais on va petit à petit, chaque année, par tranche, isoler des nouvelles classes et voir du coup pouvoir réfléchir avec le bureau d'études quelle source d'énergie. On a quelques pistes, on a différentes pistes qui sont ouvertes, mais l'enjeu là sur les 3-4 prochaines années, c'est d'isoler petit à petit tout le bâtiment pour vraiment faire baisser le niveau de consommation. J'ai oublié de dire, on a commencé, bien sûr, et c'est le plus important, par isoler les toits. Voilà, donc les toits sont isolés en laine de bois pour les plus récents, ce qui permet d'avoir un confort d'été qui est plus intéressant, puisque la question de la canicule au mois de juin ou au mois de septembre se pose aussi sur la question de l'isolation. C'est pas uniquement pour
la consommation. Voilà, donc on voit bien à travers ce témoignage qu'il y a une réflexion vraiment globale de la rénovation énergétique sur le bâtiment. Donc là, dans le cadre de cette table ronde, on ne pouvait pas aborder tous les sujets. Donc on a pris un parti pris de cibler un peu les thématiques qu'on allait reprendre. Donc dans la continuité de ce qui s'est dit ce matin, voilà, on a parlé GTB, etc. Donc j'ai demandé à Alexia de nous faire part de l'expérience qu'elle a menée au sein des apprentis d'Auteuil. Donc voilà, Alexia, pourquoi mettre en place une GTB? Voilà, on voit qu'il y a une réflexion vraiment à mener. Et comment faire le bon choix? On a vu que ce matin, il y avait un choix stratégique à faire sur l'équipement à mettre en place. Alors, bonjour à tous. Alors, rapidement, pour présenter la Fondation Apprentis d'Auteuil, on a deux principales activités qui sont les établissements scolaires, donc école primaire, collège et lycée professionnels uniquement. Et la deuxième activité, ce sont des maisons d'enfance à caractère social, qui sont du résidentiel, tertiaire résidentiel. Donc en tout, la Fondation a 580 000 mètres carrés, quasiment en grande partie en propriété, dont 380 000 mètres carrés qui sont assujettis au décret tertiaire, et ce qui représente 76 sites, 76 établissements et 382 bâtiments. Donc avec des bâtiments qui sont très hétérogènes, avec des années de construction très différentes qui vont de la pierre, parfois de châteaux, à des bâtiments des années 70. Voilà. Et donc des activités, on voit sur les photos, qui hébergent aussi des activités d'apprentissage professionnel. Donc une grande hétérogénéité des bâtiments. Et puis, alors, la particularité de la Fondation, c'est qu'on est organisé en grandes régions, donc 5 régions. Donc on voit une petite carte en haut à droite. Donc il y a la région nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest et Île-de-France, avec des directions régionales. Et donc pour répondre aux objectifs du décret tertiaire, chaque direction régionale a choisi d'élaborer un schéma directeur immobilier et énergétique pour établir un budget pluriannuel jusqu'à 2030, pour savoir quelles actions on allait faire, qu'est-ce qui était opportun de faire pour les prochaines années. Mais du coup, on a quand même voulu agir, parce que c'est un peu le maître mot, c'est agir au plus vite. Et il se trouve que en constat, on voyait que on en a parlé aussi ce matin, c'est indispensable de mesurer pour pouvoir mesurer les consommations, pour pouvoir voir quels sont les effets des plans d'action qu'on va mettre en place. Et donc aujourd'hui, on a le constat qui a été fait, c'est qu'on a un compteur qui alimente 4, 5, 6 bâtiments. Donc on a un outil une application qui s'appelle DeepKey, sur lesquels on remonte les consommations énergétiques, mais c'est assez peu précis, puisqu'on a réparti les consommations en fonction des surfaces des bâtiments. Donc ça ne représente pas la réalité. Et la première chose à faire, c'est quand même de pouvoir connaître un peu plus précisément ces consommations. On a aussi fait le constat, comme ce matin, ce qui était dit, c'est que le système de chauffage n'était pas forcément optimisé. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc notamment le calorifugage des tuyauteries. Il y avait plein de points singuliers qui n'étaient pas isolés. Les programmations pas forcément bien faites, un système de distribution de chauffage qui n'est pas forcément optimisé. Donc on s'est dit, il y a un sujet un peu global à prendre en main assez rapidement, qui est assez facile finalement, sans attendre les résultats du schéma directeur immobilier énergétique. Et donc on a souhaité s'orienter vers des GTB, mais alors GTB ultra light, parce qu'on ne veut pas faire une usine à gaz, ça sert à rien. Et puis s'il n'y a personne, il faut vraiment des humains derrière pour pouvoir piloter un peu les consommations, et que cette GTB serve à quelque chose. Donc on est parti là-dessus.
Donc on va peut-être rapidement rappeler le décret Bax, pardon. Donc le décret Bax qui est aussi arrivé sur la table un peu, assez récemment, et on s'est dit il faut peut-être sauter, prendre aussi ce créneau-là, cette réglementation qui semble quand même intéressante, qui s'est adaptée récemment aux bâtiments, à l'ensemble des bâtiments du décret tertiaire, puisqu'ils ont descendu la puissance à 70 kW. Donc, les bâtiments concernés sont tous les bâtiments tertiaires non résidentiels, neufs et existants, équipés d'un système de chauffage ou de climatisation d'une puissance supérieure à 70 kW, avec 2 échéances. Une première, le 1er janvier 2025, pour les bâtiments qui sont équipés d'une puissance supérieure à 290 kW, et une deuxième échéance au 1er janvier 2027 pour les bâtiments, les établissements équipés d'une puissance supérieure à 70 kW. Donc la condition, c'est qu'il faut respecter des normes, installer des GTB minimum aux classes C, sachant que les C2E sont éligibles que sur la classe A et B. Et puis des particularités, c'est qu'on a une régulation pièce par pièce à faire dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments, dans les établissements où on change la production de chaleur. Donc ça a été révisé récemment, le temps de retour sur investissement incluant les C2E doit être inférieur à 10 ans, sinon on peut être exempté de ce décret Bax. Mais encore une fois, l'objectif c'est quand même de réduire les consommations, donc il ne faut pas voir que la réglementation, il faut faire des choses qui ont du sens. On a des subventions qui sont doublées, donc les C2E sont doublées jusqu'au 31/12/2023, donc ça s'arrête dans peu de temps. Pour les GTB neufs, on double les C2E, et pour une amélioration, on fait x 1,5. Donc on s'est dit, là encore, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être sauter un peu dans le train, parce qu'il y a des subventions qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Et puis il y a des inspections aussi qui ont été mises en place récemment. Juste pour préciser, 70 kWh, ça va représenter des établissements de 1000 m² à peu près. Donc on va recadrer en fait avec le seuil du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée des établissements qui vont être concernés par ce fameux décret Bax. Donc je te laisse poursuivre. Alors du coup, le décret Bax n'oblige pas à la mise en place d'une GTB, il impose juste de suivre ses consommations et de pouvoir les piloter. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de référencer, donc de repérer les bâtiments, les établissements qui pouvaient où il pouvait être intéressant d'installer une GTB, et on a choisi de référencer 2 prestataires, mais pas que GTB, des prestataires qui font une révision totale du système de production de chaleur, incluant le calorifugage, la mesure, enfin tout notre besoin, un peu un clé en main pour pouvoir optimiser tout ça. Donc on a choisi 2 prestataires avec vraiment l'objectif de travailler en partenariat et de définir le besoin au strict minimum, parce qu'encore une fois, on ne veut pas des choses trop compliquées qui soient trop coûteuses à gérer par la suite. On veut des choses très très simples. Donc l'idée, c'est pas qu'ils nous vendent des produits, mais bien qu'on travaille ensemble pour faire quelque chose qui soit juste adapté à notre besoin et en étant tout à fait réaliste de ce qu'on peut en faire en fait. Donc là, le sujet a été... donc moi, je travaille au niveau national, et on a trouvé que c'était intéressant de référencer des prestataires pour pas que chaque établissement se pose des questions et perde du temps. Donc on a voulu simplifier un petit peu, faire gagner du temps. On a voulu simplifier un peu les choses, surtout qu'il y avait quand même des prérequis à bien assurer. Il fallait quand même que les GTB qui soient installés répondent au décret Bax et aussi à la subvention C2E. Donc il y avait quelques critères quelques critères à respecter, et on voulait s'en assurer en le mentionnant dans un contrat cadre. Et puis faire des systèmes ouverts, libres de droit, intégrer un coût de contrat de maintenance, et puis bien former les utilisateurs. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Et puis surtout, voilà. Et puis après, au cas par cas, chaque établissement pourra faire appel à un de ces 2 prestataires et travailler à affiner ce besoin au plus juste.
Merci beaucoup de ce partage d'expérience. Donc on voit, tu rappelais que la réglementation, elle doit être vraiment vécue comme une opportunité. Donc en restant toujours dans le domaine un peu réglementaire et nouvelles normes qui s'imposent à nous, on a vu ce matin, Sébastien Thierry témoignait aussi, rappeler l'obligation en fait de mise en place de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur les parkings ou sur les parcs immobiliers à venir. Donc, pour parler en fait de ces questions photovoltaïques, en intro, je vous propose un premier témoignage en fait de Frédéric Ravinel, qui est directeur des métiers à Saint-Nazaire. Bonjour, je suis Frédéric de Ravinel, le directeur du lycée des métiers Sainte-Anne à Saint-Nazaire. Nous avons vécu une énorme crise énergétique, puisqu'avant la renégociation de nos contrats, nous sommes passés notre consommation, le kilowattheure, de 11 centimes à 1,1 €. Donc les tarifs ont été multipliés par 10 sur la consommation, ce qui, à moyen terme ou à long terme, aurait pu mettre en péril la santé de l'établissement. Des coûts qui ont été multipliés par 4 ou 5, alors que nous avions une consommation qui était plus basse, parce que tous les efforts qui ont porté leurs fruits, notamment nous n'avons plus de néons dans l'établissement, nous avons mis que de l'éclairage à LED, des minuteurs partout, nous avons programmé nos ordinateurs, donc vraiment tout ce qui pouvait être fait en interne a été fait. Et il fallait qu'on puisse agir d'une autre manière, et là nous avons évidemment songé au photovoltaïque, en sachant que l'étude de consommation qui a été faite par un cabinet indépendant nous assure une rentabilité à 3 ans de l'installation. Nous avons sollicité plusieurs fournisseurs, nous en avons retenu un, et au cours de cette consultation, bien évidemment, nous avons sollicité les mutuelles Saint-Christophe pour avoir leur expertise, tant en tant qu'assureur, voir comment est-ce qu'on pouvait assurer cette installation, et aussi bénéficier de conseils. Je pense notamment à la prévention avec les services des pompiers, avec comme un exemple d'avoir un coup de poing pour pouvoir arrêter juste à l'accueil en cas d'incendie, pour que, évidemment, ce nouveau risque puisse être assuré. Envoyer tout un questionnaire pour vérifier si le fournisseur avait bien toutes les habilitations nécessaires. Et ça, c'est extrêmement important. On est démarché par beaucoup d'entreprises, mais il faut prendre uniquement des entreprises agréées. Et nous a aussi accompagnés sur la réalisation concrète pour limiter le risque au maximum. Nous sommes là actuellement sur le toit de notre établissement qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Un des écueils qui était très important, nous sommes sur des toits plats, c'est que ça soit une installation lestée et non pas en perçage. C'est-à-dire que notre étanchéité n'a absolument pas été impactée par la pose de ces panneaux. Et s'il devait y avoir un moment, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, on refaire l'étanchéité du toit, eh bien à ce moment-là, il suffira de déplacer les panneaux par pan pour refaire cette étanchéité. Donc, si un conseil à donner, vraiment privilégier les installations en lestage plutôt qu'en perçage. L'emplacement des onduleurs est important, leur protection aussi est importante. Donc, ça rentre complètement dans notre démarche. Nous sommes labellisés Église verte. Nous sommes vraiment axés au lycée des métiers Sainte-Anne de Saint-Nazaire sur le développement durable. Et ce projet rentre totalement dans notre démarche, dans notre projet d'établissement. Outre l'aspect économique, il y a aussi un aspect beaucoup plus important et global qui retrace l'état d'esprit de Sainte-Anne. Voilà, donc en fait, la question du photovoltaïque, elle nous remonte très très régulièrement, et jusqu'à maintenant, en fait, on avait aussi un frein au niveau assurantiel. Je parle de ça il y a 5 ans, voire un peu plus. Donc Philippe, en fait, donc de la mutuelle Saint-Christophe, je voudrais savoir ce qu'il en est désormais. Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus ? Alors, effectivement, les panneaux photovoltaïques, il faut savoir que pour les assureurs, ça constitue une aggravation du risque. Pourquoi on parle d'aggravation du risque? C'est tout simplement, c'est que le panneau solaire, quand il va produire de l'électricité, il va produire
son électricité. Alors, on ne va pas faire un cours sur l'électricité, mais on va être en courant continu. Et ce courant continu va passer dans un onduleur, hein, comme on voit sur le schéma, pour devenir du courant alternatif et puis aller jusqu'au tableau électrique. Le souci qu'on peut avoir, c'est que le courant continu, il est déjà sur des tensions extrêmement importantes, hein, puisque le courant qu'on a, par exemple, dans les prises ici électriques, on va être sur du 240 volts, et on va avoir facilement, sur certaines installations électriques, 800 volts en courant continu. Donc déjà, on a une intensité qui est beaucoup plus importante, avec le risque, s'il venait y avoir création d'arcs électriques, de départ de feu, qui peuvent se produire. Le souci que l'on a sur les panneaux solaires, c'est que le panneau, tant qu'il va capter de la lumière, il va produire de l'électricité. C'est-à-dire que si j'arrête à un moment donné, comme on a vu par exemple dans la vidéo précédente, où le chef d'établissement nous indiquait qu'il y avait un arrêt coup de poing qui était fait, néanmoins, il y aura toujours du courant résiduel parce que le panneau, lui, est toujours alimenté. Quelle est la tenue et que vont faire les pompiers si j'ai un départ de feu sur le panneau photovoltaïque? Il y a peu de chances qu'ils aillent mettre de l'eau sur du courant continu. Le chef de corps ne mettra certainement pas ses hommes en danger. Aujourd'hui, majoritairement, la doctrine des pompiers, c'est quelque part, on laisse brûler, on évite le sinistre d'environnement. De façon, on va surtout éviter à ce que le feu se propage. Donc on a déjà un premier point qui est un peu compliqué par rapport à ça. Le point sensible, c'est que les premières causes qu'on a dans les sinistres qui nous reviennent sur les panneaux photovoltaïques, c'est des arcs électriques et des courts-circuits. Il y a des problèmes de connexion entre les modules. Des panneaux qui sont parfois sensibles au feu, parce que tout simplement, ils reçoivent moins de lumière, ils sont masqués, ils sont sales, ils ne sont pas entretenus. Un défaut d'entretien peut mettre le feu à un module. Donc tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir aussi sur une installation de panneaux photovoltaïques, d'avoir une maintenance qui soit faite. Je ne sais pas si après s'il y avait les autres. Voilà. Bon, quand on regarde les principaux risques que l'on identifie, alors bien entendu, il y a le risque climatique, hein, parce que si je prends tempête, grêle ou autre, je vais avoir mes panneaux qui vont être violemment impactés, et voire carrément, ça risque de mettre carrément mon installation photovoltaïque en échec, hein, puisque les panneaux qui ont été grêlés, ils sont beaux à changer, et donc j'ai plus de production. J'ai des risques d'étanchéité, parce que quand j'ai les panneaux qui sont mis notamment en inclusion, ça pose un problème, parce qu'à ce moment-là, j'enlève les tuiles ou les ardoises, je mets des panneaux à la place et ils sont censés faire couverture. Là aussi, quand il y a des malfaçons, c'est compliqué. Pour avoir vu certains établissements, il y a eu pas mal de fuites dans le bâtiment. Alors, la solution la mieux, c'est bien sûr de les mettre en surimposition. Mais qui dit surimposition nécessite d'avoir une étude de charge, savoir est-ce que la charpente peut supporter le poids des panneaux également. L'avantage de les avoir en surimposition qui ne font pas étanchéité, et en plus, il y a une lame d'air qui va être régulière sous le panneau, qui va permettre de refroidir là aussi, parce que quand on est en période de canicule, on va produire beaucoup, mais il y aura beaucoup de chaleur aussi sur le panneau, et on peut facilement atteindre 80-100 degrés sous un panneau. Donc là aussi, il faut faire attention. Le risque d'incendie, ça j'en ai parlé notamment par rapport à l'intervention des secours et des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, pour eux, c'est quelque chose qui est dangereux, et on ne sait pas aujourd'hui comment éteindre un feu de panneau photovoltaïque. C'est compliqué. On a tendance à laisser brûler. Et puis il y a un autre risque, là, qui est la perte de recettes, parce que quand j'ai tablé sur une installation et qu'elle a été impactée par un sinistre, bien entendu, elle ne fonctionne plus, et je perds de la recette. Alors,
On a quand même quelques règles à respecter, hein, et ça a été déjà dit précédemment, c'est déjà de vérifier la qualification de l'installateur. Parce que là aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui se lancent à faire du panneau photovoltaïque et qui n'ont pas toujours les compétences. Et malheureusement, c'est après qu'on voit les problèmes. Pour les établissements qui reçoivent du public, il y a des dispositions qui ont été faites, qui ont été données dans la sous-commission de sécurité de décembre 2009, qui indiquent notamment certains points particuliers, comme par exemple les arrêts de coups de poing, le mettre au plus près les onduleurs des panneaux photovoltaïques, et si on ne peut pas, ils doivent être dans des locaux coupe-feu. Enfin bon, il y a toute une réglementation par rapport à ça, qui est importante parce que lors du passage de la commission de sécurité, tous ces points-là sont validés. Et s'il y a des manquements, ça peut conduire malheureusement à un avis défavorable. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est pour nous assureurs, c'est le référentiel APSAT des vins. Alors, APSAT, c'est l'association plénière des sociétés d'assurance. Donc il y a un document technique des vins qui, lui, va expliquer comment, techniquement, on doit mettre en œuvre une installation de panneaux photovoltaïques. Alors, ça va compléter certains points que l'on a sur les dispositions de la commission de sécurité. La commission de sécurité, alors, pour vous donner un exemple, elle dit, par exemple, tout ce qui est courant continu, depuis le panneau photovoltaïque jusqu'à l'onduleur, doit être en extérieur du bâtiment. On ne doit pas traverser les combles, on ne doit pas traverser les plafonds, on doit passer en extérieur pour aller jusqu'à l'onduleur. L'APSAT des vins, elle va aller plus loin, elle va dire oui, on va passer en extérieur, mais on va dire je veux 3 cm de décollement par rapport au support, par rapport au mur. Donc là, on va être beaucoup plus précis, tout simplement pour assurer la ventilation. Et tout ça, c'est pas contraire, au contraire, je dirais, on complète à chaque fois les ERP, la commission de sécurité, elle va donner des indications générales, alors que l'APSAT des vins, elle va vraiment rentrer dans le technique et donner des chiffres, des distances, etc. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus facile quand on respecte l'APSAT des vins. Après, pour aller se faire assurer par son assureur, parce que, quelque part, on ne monte pas de patte blanche en disant, voilà, on a respecté ce que la profession de l'assurance souhaite mettre en œuvre pour les panneaux photovoltaïques. Mais la SAT des vins, elle va aussi aller plus loin, elle va expliquer tout ce qu'on souhaite faire également en maintenance et en suivi. Parce qu'une installation de panneaux photovoltaïques, ça vit, et elle mérite d'être régulièrement vérifiée, d'être régulièrement contrôlée, et elle doit rentrer dans le même moule, je dirais, que les autres installations électriques, que les autres locaux techniques que l'on a dans un établissement, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le respect de ces règles. Et puis après, va se mettre par-dessus les orientations techniques des différents assureurs, puisque chaque assureur, après, je dirais, a ses spécificités. Il y a des assureurs qui vont dire, moi, je n'assure pas des installations de plus de tant de kilowatts, parce que je souhaite rester sur des petites installations. D'autres vont dire, moi, je ne souhaite pas assurer des activités à risque sous les bâtiments, du stockage, de la paille. D'autres, au contraire, vont assurer des activités agricoles sous des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, le conseil que moi, je peux donner cet après-midi, c'est avant toute chose de démarrer un projet, c'est d'aller voir aussi son assureur et lui dire, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce qu'il va faire que je peux être assuré une fois que mon installation sera finie, et qu'on ne me dise pas, non, mais finalement, vous n'avez pas respecté ceci ou cela, et bon, ça ne sera pas assurable, quoi. Voilà. Donc, merci. Donc, je pense que François était allé voir son assureur parce qu'il a pu mener à bien un projet de centrale photovoltaïque en Vendée. Alors, un projet qui date maintenant d'il y a une dizaine d'années. Donc, tu as eu souvent l'occasion de rappeler qu'il y avait eu aussi des évolutions techniques sur les panneaux. Donc, je te laisse nous faire part de ton expérience sur ces questions-là.
Oui, bonjour. Donc le projet date de 12 ans, 2009, les premières réflexions. Suite au devis qui avait été fait pour certaines écoles, Ludogec a fait le choix de monter une société qui s'appelle Onésime 85 pour gérer l'ensemble des centrales photovoltaïques des établissements. Donc pour le coup, on n'a pas vu l'assureur d'abord, mais on a vu tous les bureaux d'études et bureaux de contrôle et SDIS de Vendée, donc le service départemental d'incendie, de manière à étudier les possibilités techniques. Et sur les 280 et quelques établissements, une bonne centaine ont souhaité recevoir des centrales. On n'en a pas mis plus d'une centaine, puisque les bâtiments de France, les raisons techniques, les surcoûts liés au branchement, aux structures, voilà, aux charpentes, etc., ont fait qu'on a, dans un premier temps, posé 76 centrales entre, on va dire, 12 kW et 36 kW, qui était le critère repère en son temps. Et ensuite, on en a fait deux nouvelles, d'où les 78 centrales, qui, elles, l'une est à 52 kg et l'autre à 83, je crois, de mémoire, kilos. Et les premières sont donc en intégration, c'est-à-dire on enlève les tuiles, voilà. La législation, j'allais dire, ubuesque française, je crois qu'on devait être les seuls à faire ça. Et c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes, d'ailleurs, puisque toutes les centrales qui ne sont pas en intégration, qui sont sur toiture, voilà, on n'a pas de souci. On n'a pas eu de souci, on n'en a toujours pas. Donc voilà, 78 centrales, 2 gigawatts et quelques, 10 000 panneaux et 5 000 micro-onduleurs, puisque nous avons fait le choix des micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, ce sont les petits onduleurs qui relient généralement deux panneaux et qui sont bien appréciés du SDIS parce que la transformation d'énergie se fait très rapidement à la sortie des panneaux et donc on a un peu moins de risque d'incendie. Moins des assureurs. Ouais. À l'époque, on nous a conseillé quand même un peu plus ça, ou validé un peu plus. Alors, ça peut être intéressant sur le papier pour une maison particulière avec peu de panneaux. Je vous expliquerai pourquoi, pour une école, ce n'est pas la bonne solution. Et ça nous fait à peu près 16 500 mètres carrés. Donc, les fameux micro-onduleurs, on avait, par rapport au prix de vente ou prix de rachat d'EDF, le souci de choisir plutôt du matériel européen. On a choisi le deuxième constructeur mondial qui était Enexis, une marque anglaise, qui nous permettait de piloter à distance et sur le téléphone et sur les ordinateurs, de voir en direct les consommations et les problèmes. Sauf que le premier problème a été au bout de 2 ans qu'Enexis a déposé le bilan, donc nous n'avons plus eu de vue sur les centrales pendant trop longtemps. Et nous avons confié la gestion des centrales ensuite à un syndicat mixte de Vendée qui gère toutes les équipements d'énergie renouvelable, les centrales photovoltaïques comme les centrales gaz, enfin et puis les éoliennes. Voilà, donc ce sont eux qui actuellement gèrent la maintenance et le suivi de nos équipements. Et j'ai donc mis nos retours d'expérience des points de vigilance. Donc quelques points de vigilance qui seront... tous les points de vigilance n'ont pas été des échecs hein, pour le Onésime 85. J'ai oublié de vous dire que l'objectif était d'aider les établissements avec un revenu, puisqu'on Onésime louait les toitures, un certain prix au mètre carré, et puis avec le bénéfice potentiel d'aider la caisse de solidarité qui abonde dans les cas de projets immobiliers. L'allocation a duré 8 ans et les écoles, le fonds de solidarité n'a jamais eu d'aide venant du photovoltaïque puisqu'on a eu quand même beaucoup de soucis et que la production n'a pas été à la hauteur des attentes. Même si, par rapport aux études, on avait fait faire des études à 4 bureaux différents, dont un service du Crédit Agricole, qui avait, alors je ne devrais peut-être pas citer ici, mais bon, c'est avec eux que nous avons travaillé et avec notre banque, et qui avait fait donc des études. Et il se trouve que les rendements n'ont pas été à la hauteur de ces 4 estimations. Importance, le bureau d'études photovoltaïque, bureau d'études structure, ça nous avions fait tous ces calculs. Un travail important avec les bureaux de contrôle au niveau technique. On parlait de charpente, on parlait de sécurité, c'est-à-dire un suivi pendant le chantier. Donc un suivi avant étude préalable, un suivi pendant le chantier, sur les chantiers, la sécurité des personnels et la vérification des structures aussi. Et puis un contrôle après, attestant de la bonne conformité des équipements et des installations. Ces 2 points sont très importants en amont de toute avancée sur le chantier. Et puis, pour mon collègue de droite, évidemment, je ne pouvais pas oublier l'assurance. Je lui ai demandé de vérifier au préalable que je n'avais pas fait d'oubli. La dommage ouvrage, hein, qui garantit quand même
que le chantier a été fait. Nous avions fait l'impasse sur ce domaine-là, ce n'est pas un bon choix. La responsabilité civile, le dommage aux biens, les bris, la perte d'exploitation, nous avons. Et puis j'ai mis un petit peu à part, parce que ce n'est pas nous, bien sûr, s'assurer de la décennale des artisans, ce qui était le cas, et des choix des artisans. Nous avions une entreprise pilote et 5 entreprises locales associées. Donc très important cette partie assurantielle. Alors allons voir l'assureur au tout début ou après, mais il faut en tous les cas le voir avant de mettre un panneau. L'étanchéité, et c'est là que ça nous a posé beaucoup de soucis, puisqu'on a eu des problèmes d'étanchéité en périphérie. Et voilà, actuellement, la pose en surimposition empêche tous ces problèmes. Notre solution technique en intégration était on enlève les panneaux, on met une toile par pluie, un bac d'étanchéité et le panneau. Donc on avait quand même toutes les solutions. Il se trouve que les bacs d'étanchéité ont eu quelques soucis de dilatation, donc des fissures, et qu'à la périphérie des toitures en ardoise, le bac d'étanchéité, qui pourtant avait tous les agréments possibles et validés par le bureau de contrôle, voilà, n'a pas été aussi performant pour les toitures ardoises que pour les toitures tuiles. Donc là aussi, des problèmes d'étanchéité. Donc actuellement, ne jamais inclure les panneaux dans la toiture, mais sur la toiture, avec la question qui se posait tout à l'heure, bien sûr, de la surcharge potentielle, la surcharge réelle. Micro-onduleur ou onduleur, vous avez compris dans ma présentation que la solution est très intéressante, puisque c'est vrai que de fait, si un micro-onduleur ou un panneau dysfonctionne, l'ensemble de la centrale n'est pas affecté, sauf quand on a à la maison quelques panneaux, mettons 8 panneaux, on a 4 micro-onduleurs. Quand on a sur une société 5 000 micro-onduleurs pour 10 000 panneaux, vous estimez le potentiel nombre de pannes. Au lieu d'avoir 78 ou même 80 onduleurs, on a 5 000 micro-onduleurs. Et ça fait partie des éléments qui n'avaient pas été pris en compte. Et on a eu quand même de nombreux soucis avec des pannes, dans la mesure où en plus Enexis n'existait plus. Je vous passe les détails des pertes d'exploitation. C'est pas très positif ce que je vous dis, mais voilà. Ce qui explique qu'il n'avait pas témoigné à une précédente journée immobilier parce que c'était un peu... Voilà. Mais maintenant, je suis plus à DEC, je peux témoigner, c'est ça? Non. Non, mais il faut témoigner parce qu'une partie des problèmes que nous avons eus ne peuvent plus se répéter dans la mesure où la technologie a évolué et puis la possibilité de mettre les panneaux en surtoiture existe. Et point très très important, autant les bureaux d'études, enfin toutes les étapes sont très importantes. En fait, c'est de la technologie voilà, on ne pose pas des panneaux, on est content, le soleil brille et on a bien sûr des euros qui tombent. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, toutes les étapes sont importantes et la maintenance, principalement, ça demande un suivi quotidien de la production. Ça demande une visibilité sur l'ensemble des équipements. Alors, je sais qu'avec les onduleurs, on peut aussi avoir cette visibilité et être informé régulièrement. Ça demande des interventions préventives. Actuellement, nous avons une visite préventive chaque année et des visites curatives à la demande. Les visites interventions préventives, c'est le contrôle des connexions, le contrôle de la partie électrique, de la partie photovoltaïque et de la propreté des panneaux. Ça demande aussi un contact dans l'établissement, puisque vous avez bien remarqué qu'un établissement s'est ouvert à peu près 140-150 jours par an, et que par chance, le soleil brille l'été, mais par malchance, il n'y a généralement personne dans l'établissement. Et donc, si votre centrale photovoltaïque tombe en panne le 15 juillet, il faut attendre le 15 août pour être prévenu qu'il n'y a plus de production. Donc, un contact important. Des choses toutes simples, que la société de maintenance ait les clés des établissements. Alors après, on met en place tout le protocole qui va bien, mais que les sociétés puissent intervenir et les clés de tous les portails, de tous les accès, de manière à pouvoir intervenir rapidement. D'où le protocole de maintenance. Donc voilà les quelques grands points de vigilance pour le photovoltaïque. Donc actuellement, il en a été question. Le photovoltaïque a été abordé par plusieurs personnes. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais peut-être répéter un peu, mais je ne vais pas contredire en tout cas. Mon souhait pour cette dernière partie était plutôt de se dire, mais les établissements de moins de 500 mètres carrés, est-ce qu'on met du photovoltaïque? Puisque c'est un petit peu ce qu'on préconise. Donc 3 solutions, on a parlé ce matin, la revente totale de la production, toute l'énergie produite et vendue, l'autoconsommation totale, voilà, on consomme la totalité, et l'autoconsommation partielle. Donc l'énergie solaire produite qui n'est pas consommée par l'établissement est revendue aux fournisseurs d'énergie.
il semblerait que ce soit quand même cette dernière solution qui soit la plus judicieuse pour un établissement scolaire, dans la mesure où vous avez bien compris que la répartition ou l'éclairage du soleil dans l'année ne correspond pas aux vacances scolaires, ou au temps scolaire en tout cas. Et puis que pour l'instant, l'usage des batteries et le stockage n'a pas trop d'intérêt économique. Ce qui est important, et ça va être la suite, mais ça va rejoindre des discours ce matin, ce qui est important, c'est de définir le talon de consommation, c'est-à-dire le point le plus bas de sa consommation et le pic de consommation. Ça ne sert à rien de se dire, j'ai 200 mètres carrés de toiture très bien exposés, je vais couvrir ces 200 mètres carrés. Ça ne sert à rien de dire, je consomme X kWh et je vais faire une centrale de la puissance de ma consommation. Dans les deux cas, on n'est pas dans l'intérêt du budget et du fonctionnement de la centrale. Donc, d'abord, alors ça rejoint ce que tu disais, bien rechercher sa consommation, bien analyser sa consommation. Ça veut dire, dans un premier temps, réduire sa consommation avant de rechercher des sources de production. C'est-à-dire, je vais mettre des panneaux pour m'aider à prendre en charge une partie de mes dépenses énergétiques. Je prends l'exemple systématiquement, c'est comme si vous aviez une citerne d'eau qui a une fuite et vous augmentez le débit de votre robinet pour maintenir la réserve d'eau à hauteur. Elle sera maintenue à hauteur, mais ça n'enlèvera pas votre fuite et vous consommerez plus d'eau. Donc, ça rejoint tous les préalables ce matin. Diminuer sa consommation. Toutes les recherches simples d'économie d'énergie, sans forcément faire des travaux, simplement par les usages, sont prioritaires. Et une fois qu'on a bien descendu toute sa consommation, c'est ce qu'expliquait le chef d'établissement précédemment, là on peut se poser la question de mettre une centrale photovoltaïque qui est de l'adapter, de la calibrer à ses réels besoins. Après, on fera peut-être encore plus d'économies, mais ça n'empêche que la centrale ne sera pas surdimensionnée. Voilà, je ne vous détaille pas, puisque tout ce qui est mis ce matin, avec toutes les réserves sur les GTB, GTC, etc., mais voilà, tout ce qui a été dit là a été évoqué en long et en large. Merci. En fait, je pense que le photovoltaïque, ça sera un sujet qu'on reprendra là au cours de la table ronde. On n'avait pas énormément de temps pour s'étendre, mais c'est vraiment des questions d'opportunité. Il y a beaucoup d'établissements qui se posent la question de se dire je fais pas. Donc, on approfondira vraiment le sujet, je pense, au cours de webinaire. Alors, lors de la préparation... Juste compléter, je ne vais pas donner la formule, mais peut-être calculer entre l'investissement du photovoltaïque et le retour sur investissement, et l'investissement pour la même somme, peut-être, sur des équipements intérieurs, isolation, ou GTB, ou etc. Quel est le retour? Avec moins d'ennui. Merci. Alors, lorsqu'on préparait cette journée, là, Alexia, toi, tu as évoqué aussi le choix des apprentis d'Auteuil et surtout de suivre en fait la stratégie nationale de l'ADEME, qui est en fait le choix ENR, et donc de privilégier le recours au réseau de chaleur, à la géothermie ou encore à la biomasse. Alors, on voit que ça nécessite vraiment une réflexion sur le long terme. On a eu quelques retours d'établissements aussi qui se sont posés la question de savoir sur la géothermie, etc. Il y a un coût derrière, donc ça nécessite vraiment de se projeter un peu plus loin. Le réseau de chaleur, alors ça ne dépend pas forcément de nous. Donc on en appelle aussi aux collectivités locales, voilà, de nous associer, et puis nous aussi, peut-être de changer nos pratiques. On n'est pas forcément très familier à aller voir nos voisins. Je pense que pour ces sujets, on a vraiment besoin de mutualiser et on disait d'échanger nos pratiques, mais pas que enseignement. Il y a aussi des acteurs autour de nous et parfois on peut aussi bénéficier de sources énergétiques extérieures ou inversement faire partager les nôtres avec des établissements voisins. Ce qu'il ne faut pas oublier, et on l'a bien rappelé ce matin sur la réflexion à long terme, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a des coûts, la géothermie peut coûter cher, etc. Mais il faut vraiment se projeter dans l'avenir, je pense. Et donc, c'est pour les générations futures qu'on travaille, voilà, toutes les actions, ça, voilà. On investit maintenant, mais c'est aussi pour un bien-être demain, pour la préservation de notre planète. Donc voilà, il faut vraiment rentrer en réflexion. Donc, à l'heure actuelle, le constat quand même, c'est qu'on a beaucoup de chauffage électrique, gaz. Donc voilà, donc en France, il existe quand même un mix énergétique
Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, question gaz, électricité. Fabrice, est-ce que tu peux nous en dire notamment un peu plus sur l'avenir du gaz? On a entendu ce matin, oui, les chaudières gaz, peut-être pas, etc. Donc voilà, quel est ton sentiment sur l'avenir du gaz? Alors, mon sentiment, moi je travaille pour GRDF, donc je ne suis pas fournisseur, je travaille pour l'entreprise qui gère le réseau de distribution. Déjà, ça c'est une première chose. Mon sentiment, nous, on a eu quand même l'année dernière pas mal de discussions autour de consultations publiques sur la fin de la chaudière. On en a beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, tout ça s'est passé. Et quand on nous pose la question sur les solutions gaz, c'est clairement une solution d'actualité. J'irais même un cran plus loin, on en a parlé ce matin. Les solutions gaz, ça reste une des solutions en termes de technique et d'un point de vue économique, une des solutions les plus performantes. Donc là, on a des collègues d'Atlantique notamment. Donc pour le coup, on est assez convaincus. Je pense que tu peux retourner juste, on y reviendra juste tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que 9 utilisateurs de l'énergie gaz sur 10 est satisfait, voire très satisfait de son énergie. Donc on a eu beaucoup d'inquiétudes l'année dernière quand se sont posées toutes ces discussions autour de l'avenir du gaz, parce que les clients n'ont pas forcément envie de changer d'énergie. Mais voilà, on a eu toutes ces discussions, et avant de vous expliquer un petit peu, nous, comment on voit le monde de l'énergie de demain et la place du gaz dans ce monde de l'énergie, je pense qu'il est peut-être intéressant qu'on aille sur la slide, sur quelle est la place du gaz dans le monde de l'énergie tel qu'on a aujourd'hui. Tu avais une seule slide ou tu en avais deux, ce qu'on en avait préparé, on avait dit c'est pas grave, on va retourner sur la précédente. Tiens, je peux avoir la zapette, s'il te plaît? Comme ça m'évitera de faire Monsieur Météo, si je peux avoir un pointeur. Non, là, je vais faire Monsieur Météo. Alors, en termes de place du gaz dans le mix énergétique, on va dire, j'ai juste rappelé 2-3 chiffres. On les a pas sur cette slide, je suis désolé, elle a sauté. On a une maison sur 3 aujourd'hui. On est sur des données qui sont résidentielles, mais là, on est aussi en tant qu'humain. On a une maison sur 3 qui se chauffe au gaz. On a un logement collectif sur 2 qui se chauffe au gaz. Quand on regarde le marché tertiaire, donc le segment qui nous concerne aujourd'hui, la moitié de l'énergie consommée pour se chauffer, c'est du gaz. Donc on voit qu'on a du gaz qui est très présent dans notre mix énergétique. Et quand on regarde en consommation finale, le gaz, c'est 20%, donc 1/5 de la consommation totale. L'élec, un peu devant, mais pas beaucoup, puisque c'est 25%, un quart, et on a 40%, c'est les produits pétroliers. On en parlait ce matin, on utilise quand même beaucoup de produits pétroliers pour le transport, et c'est quand même ça qui est un gros facteur de carbone. Donc, on voit que le gaz, il est omniprésent dans ce mix énergétique, et là, pour le coup, on arrive sur, au-delà de cette omniprésence, comment on l'utilise. Ce que vous voyez ici, en bandeau bleu sur le bas, c'est donc ce que vous voyez, cette courbe représente sur la gauche là de la slide, cette courbe représente la consommation type sur l'année. On voit quoi? On voit qu'en été, on consomme 4 fois moins qu'en hiver. Pourquoi? Parce qu'on se chauffe. Et la consommation d'énergie, elle est avant tout pour le chauffage. On a un outil hyper précieux en France, on va pas se mentir, qui est le nucléaire. Le nucléaire, qui est ce bandeau bleu qu'on a en bas de ce graphique, qui est là, on va dire, en base. En base, le nucléaire, une centrale nucléaire, ça fonctionne 90-95% de sa capacité. C'est là où ça fonctionne le mieux. On ne peut pas arrêter une centrale nucléaire comme ça. Et donc, on ne peut pas aller beaucoup plus haut que ce bandeau bleu qu'on a. Et ce qu'on voit, c'est que quand on arrive sur les mois d'hiver, quand on a besoin de se chauffer, qu'est-ce qui va venir répondre à ce besoin de puissance? C'est en vert le gaz, pour la moitié. Et puis après, on a le réseau de chaleur en rose. Et on a d'autres énergies qui vont être le fioul, le charbon en gris. Donc, nous, ce qu'on dit, on ne dit pas il faut opposer les énergies. Nous, on dit il faut vraiment parier sur un mix énergétique. Parier sur un mix énergétique parce que c'est ce qui nous semble aujourd'hui le plus cohérent. Et par contre, ce qu'on se permet de dire, c'est le tout est là qu'on en entend beaucoup parler, mais on n'est pas convaincu que ce soit forcément la bonne solution. Pourquoi ? Déjà,
on nous pousse du tout élec en disant sécurité énergétique, indépendance industrielle de la France. On ne va pas rentrer dans du débat infini, mais ça pose la question du stockage de l'énergie. Le gaz, je le stocke en été pour le déstocker en hiver. Je fais aussi pareil avec d'autres énergies. Se posent des questions sur les batteries, les terres rares, les minerais. Jusqu'à preuve du contraire, on ne les produit pas en France. Donc ce sujet de l'indépendance énergétique, même quand on parle de tout élec, il est toujours là. Indépendance énergétique et indépendance industrielle. Et puis, admettons que demain, on est sur du tout élec. Là, on est jeudi, moi, je vais chercher les enfants à l'école, il est 18h30, j'arrive à la maison, il est 19h, je rentre chez moi, ça tombe bien, je me chauffe, il fait froid. J'allume la lumière, je mets les enfants sous la douche, je les douche pas à l'eau froide, je les douche à l'eau chaude, j'ouvre le four, j'ai préparé le dîner, j'ai pas la télé, donc je l'allume pas, mais j'en aurai une, je l'allumerai. Ma femme rentre à la maison, il est 19h, elle a sa voiture élec, elle la branche. Là, j'ai mon bandeau, on a doublé notre parc nucléaire parce qu'on veut du tout élec. On voit bien qu'on a une pointe de consommation à laquelle on ne répond pas. Et l'élec que je vais mettre dans ma voiture, c'est pas de l'élec décarboné. Ça va être une centrale à gaz, une centrale à charbon si j'importe d'Allemagne, qui va venir mettre 1 kWh dans ma voiture. On n'est pas sur le groupe électrogène que je fais tourner pour recharger ma voiture, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, nous on dit juste, voilà, il faut faire attention à tenir des propos où parfois on fait des raccourcis qui fait que les gens, parce que le monde de l'énergie n'est pas forcément simple à comprendre, qui fait que les gens vont pas comprendre que c'est une hérésie, enfin c'est pas logique. Donc voilà, pourquoi je pensais qu'il était intéressant qu'on recontextualise un petit peu ce marché de l'énergie. Donc, nous, on est convaincus que le gaz n'est pas uniquement une énergie de transition, mais même une énergie d'avenir. Et là, pour le coup, j'en arrive, je vais passer à la slide après, parce que quand on dit ça, on ne peut pas dire ça en se disant qu'on reste sur une énergie gaz carbonée. On l'a eu ce matin, on l'a vu, il faut aller vers de la décarbonation. Moi, j'ai 2 enfants. Effectivement, on se pose la question avec le réchauffement climatique. Je ne resterais pas chez GRDF si je n'étais pas convaincu que, grosso modo, je défends un business model qui est pertinent. Donc, aujourd'hui, il faut aller vers un usage décarboné. On a eu ce matin tout le son de cloche sur la MDE. 36% d'économie. Moi, je n'avais pas 36% d'économie en tête sur le fait que sur le parc scolaire, enfin sur le patrimoine immobilier scolaire, on était capable de faire 36%. Il faut savoir que 3/4 des écoles qui sont raccordées au réseau GRDF ne coupent pas le chauffage pendant les vacances scolaires, ou en tout cas, on voit que la consommation est la même. Alors, il y a peut-être du périscolaire pendant les vacances scolaires, il y a peut-être des activités le week-end. 3/4 des écoles ont une consommation pendant le week-end et pendant les vacances scolaires qui est la même qu'en période scolaire. Il y a des efforts à faire, il y a des progrès à faire, et là-dessus, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de les faire. Tout ça, c'est un peu nouveau, on n'en parlait pas il y a 5 ans. Mais maintenant, c'est des choses qui font que les prix de l'énergie font aussi qu'on va sur ces sujets-là. Donc, MDE, maîtrise de l'énergie, ça c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être la rénovation des solutions. Quand on demande ce qu'on appelle la filière gaz, c'est les installateurs, c'est les mainteneurs, les personnes qui viennent faire la révision de votre chaudière, si c'est chez vous en tant que particulier ou dans vos écoles quand c'est de la révision de chaudière. On a une chaudière sur 2 en France qui est une chaudière dite d'ancienne génération, qui n'est pas une chaudière à condensation, ou une chaudière à très haute performance énergétique. Il faut savoir qu'en changeant sa chaudière, on fait tout de suite entre 20 et 30%, on consomme entre 20 et 30% en moins, ce qui veut dire qu'on va dépenser entre 20 et 30% en moins, et ce qu'on émet entre 20 et 30% de carbone en moins. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, on en a parlé un petit peu ce matin, et avec le photovoltaïque notamment, voilà, tout ça en fait c'est lié, j'ai trouvé la table ronde ce matin géniale. Tout ça c'est un peu lié, c'est l'hybridation des systèmes. On va aller de plus en plus vers des systèmes hybrides, gaz, élec, bois. Pourquoi ? Parce qu'avec les prix de l'énergie complètement explosés, finalement aujourd'hui le client il veut utiliser la meilleure énergie au meilleur moment. L'exemple d'une pompe à chaleur hybride, c'est j'ai une pompe à chaleur qui répond à ma consommation 80% du temps. Et au moment où je me chauffe un peu plus, au moment où j'ai besoin de plus de puissance, j'ai une chaudière qui vient en relais. C'est-à-dire qu'au moment où l'électricité va complètement exploser parce que tout le monde met sa voiture à recharger, par exemple, ou ce genre de... Je suis un petit peu dans le raccourci. Mais au moment où j'ai des pointes électriques qui font que les prix augmentent, je me rabats sur une énergie qui sera meilleur marché, qui sera le gaz.
Et puis le quatrième point, j'en parle à la fin parce que c'est souvent le dernier point dont on se rappelle le mieux, c'est le gaz vert. Dans la salle, en levant la main, qui a déjà entendu parler du gaz vert ? On voit que c'est quand même pas la majorité des gens. Et nous, ce qu'on déplore chez GRDF, c'est qu'on entend peu parler du gaz vert. Quand on entend parler du renouvelable, on entend parler du photovoltaïque, on entend parler de l'éolien, mais on n'entend pas parler du gaz vert. Alors, le gaz vert, qu'est-ce que c'est ? On a entendu un petit peu parler de biodéchets ce matin. Le gaz vert, c'est je récupère de la matière organique. Il faut savoir que quelque chose qui fermente émet du gaz. Quand ça pourrit, ça émet du gaz. Et dans ce gaz qui est émis, il y a du méthane, du CH4. Le principe d'une cocotte, cette matière organique, je la mets dans une cocotte, je mets un tuyau dessus, je récupère le gaz, je purifie, je l'amène jusqu'au client pour qu'il se chauffe avec ce gaz. Et dit comme ça, le coup de la cocotte, j'ai fait exprès, ça donne un peu l'impression qu'on est chez le professeur Tournesol, sauf qu'on est très loin du professeur Tournesol. Aujourd'hui, on est sur une technologie qui est déjà industrialisée. On a 600 sites de méthanisation de gaz en France. On en a 1000 qui devraient arriver dans les 5 prochaines années. En 2030, donc dans 6 ans, 7 ans, en 2030, on devrait être capable de répondre à 20% de la consommation de gaz en France avec du gaz produit en France par les agriculteurs. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que les agriculteurs, ils ne font pas ça pour le gaz, ils font ça parce qu'ils récupèrent le compost, ils n'ont pas besoin d'avoir des engrais chimiques qui leur coûtent cher, ils autoproduisent leur compost. On ne veut pas parler de ça maintenant, mais voilà. En 2050, et ça c'est ce que vous avez sous les yeux, on est capable en France, et si on le pousse, c'est qu'on est convaincu, on est capable en France de se dire qu'on répond à la totalité de la consommation française de gaz avec du gaz vert. Ce que vous avez là, donc les 150 TWh en haut à gauche, je vais faire mon Mister Météo quand même, les 150 TWh, ça c'est le biométhane. C'est les agriculteurs qui produisent du gaz à partir de matières organiques, de leurs déchets agricoles, ce genre de choses. On est sur du circulaire, on est sur du local, on est sur je crée de l'emploi en local, on est sur des revenus complémentaires pour le monde de l'agriculture. Et on est sur de l'indépendance énergétique. L'hydrogène, on est encore un peu moins mature sur ce sujet-là, mais on en entend beaucoup parler, on va bien finir par arriver, là on parle de 2050. Et puis après, derrière, l'idée c'est aussi d'accompagner les collectivités pour aller récupérer les déchets. On parle de 300 à 350 TWh de gaz, aujourd'hui on consomme plus de 400 TWh parce qu'on va aussi on va baisser nos consommations, c'est logique. Donc voilà, nous le gaz vert, si on le pousse, c'est que c'est une réalité terrain. Vous avez sûrement, si vous faites maintenant attention quand vous êtes sur l'autoroute, en plus de vous concentrer sur les radars, regardez au bord, si vous ne voyez pas ces sortes de dômes verts. Il y en a beaucoup dans certaines régions, il y a des régions qui sont déjà indépendantes, mais ces dômes verts, c'est des agriculteurs qui produisent du biométhane et qui vont aller l'apporter jusqu'au client final. Voilà. Donc la chaudière, parce que le souci, ce n'est pas le gaz qu'on met, le souci, ce n'est pas la chaudière, le souci, c'est le gaz qu'on met dedans. C'est ça qui pollue. Donc la chaudière, qui fonctionne au gaz vert, en termes de décarbonation et en termes de l'avenir de l'énergie, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on ne pousse pas plus ça en France, parce que c'est hyper pertinent. Merci. En fait, donc on voit qu'on aborde aussi des questions assez techniques, voire très techniques. Ça a déjà été souligné ce matin. Le chauffage, ça représente, on a dit, 65, 70, même 75% ont été annoncés ce matin de nos consommations d'énergie. Donc voilà, c'est assez technique. On a entendu parler de PAC, etc. Donc je vais donner la parole du coup au groupe Atlantique pour savoir en fait ce que vous pouvez nous dire en fait sur la rénovation du parc électrique, parce que nos établissements font quand même appel à grandement comme gaz et électricité sont les énergies les plus consommées à l'heure actuelle dans nos établissements. Alors, bonjour à toutes et à tous. Par rapport à ce que disait Fabrice, Groupe Atlantique, on est convaincu de la mixité des énergies. On est sur les deux domaines, le vecteur eau ou le vecteur air. Aujourd'hui, le focus que je vais vous faire, ce sera sur le vecteur air. Donc, je vais préciser ce que c'est que le vecteur air. Donc, c'est de la pompe à chaleur RR et du traitement de l'air. Alors, la rénovation du parc électrique, on estime ce parc à 60% sur
le gaz, et 58% sur le gaz, et 42%, ça c'est l'estimation que vous m'aviez donnée mais en prix de l'énergie. En prix de l'énergie, on n'est pas sur la consommation, mais il existe un parc existant qui est important, de l'ordre de 42%, en chauffeur électrique. La solution rénovation énergétique de système énergétique, vous les voyez là, donc on va parler de chauffage, de ventilation, de confort d'été, et on va être dans des thèmes que vous abordez qui sont, enfin, pour moi, l'ambiance scolaire, le confort scolaire. Ce sont des solutions qui répondent à ces problématiques d'ambiance et de confort scolaire, de bien-être. Derrière le bien-être, on va parler aussi de qualité d'air par rapport à l'occupant. Voilà. Une solution PAC-RR, c'est une solution qui a une précision de régulation qui est optimum. On parle de 0,1%. 0,1 degré, pardon. Et on a des certifications EUBAC qui les précisent. Ce sont des produits qui sont, comme on l'a dit, tout à l'heure, on a parlé des C2E, éligibles au C2E, on verra plus tard. Derrière le mot réactivité, je vais penser à l'occupation. Vous avez des bâtiments qui sont occupés ou inoccupés 80%, occupés 20%. Le vecteur R est un moyen rapide de monter en température. C'est-à-dire qu'on gère facilement les périodes de vacances. On a parlé tout à l'heure de points de 12 degrés, mode hors gel. Des périodes d'inoccupation, le week-end, où c'est qu'on va on va passer ces systèmes en mode éco. Et puis, quand il y a de l'occupation, on est en mode confort. Tout ça, c'est piloté par les systèmes de régulation. Derrière de la performance énergétique sur les solutions, je ne sais pas si c'est des termes on va parler de SCOP, de SER, c'est des performances énergétiques de produits qui sont certifiés Eurovent. Donc toutes les solutions PAC-RR ont une certification Eurovent qui permettent de mettre tous les concurrents sur le même point de certification et de performance de produits. Voilà, une fois que j'ai fait ce focus, on va regarder le parc. Alors, j'ai mis des bureaux, c'est une discussion qu'on avait eue avec Sophie, parce que dans vos établissements, bien sûr que c'est l'enseignement, mais il y a aussi des diocèses qui ont des bureaux, vous avez aussi l'administratif, des OGEC. Voilà. Alors, ça, c'est juste la consommation par usage du poids du CVC. En bureau, le CVC, ça représente 45% de la consommation. En école, c'est 52%. C'est plus élevé en école qu'en bureau. Vous voyez après les autres usages, qui sont l'éclairage, l'eau chaude, et puis pour finir, les autres. Donc retenez ce 52%, c'est le poids du CVC. Maintenant, on va essayer de le regarder au niveau de l'usage. 52%, la partie ventilation, c'est 10%. Vous le voyez, donc si je prends un système existant, on parle de rénovation, donc je pars d'un existant, on a pris un système de plus de 12 ans, la partie ventilation, c'est 10. La partie chauffage, c'est 42, on arrive à ces 52. Si je change la solution existante, je viens mettre une PAC-RR et un système de traitement de l'air qui est performant, le 10 devient 8, le 42 devient 30. Si je rajoute du pilotage intelligent, c'est quoi? Je vais gérer des horaires, je vais gérer des absences, je vais gérer des contrôles de température. C'est ça le pilotage intelligent. Ça rejoint les GTB, les GTC, c'est exactement ce qu'on disait. Le 10 devient 6 et le 42 devient 24. Comme on est sur le vecteur R, qu'est-ce qui diffuse de l'air? C'est toutes ces grilles de ventilation que vous avez. Si je mets une diffusion qu'on va appeler optimisée, optimiser c'est quoi? Si je veux 20 degrés dans la pièce, il faut que j'ai une homogénéité des 20 degrés partout.
Si je mets une diffusion qui n'est pas optimisée, je peux avoir des écarts de 1, 2 degrés. Et si mon thermostat intelligent, qui est électronique, qui pilote, il est 2 degrés au-dessus de... Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez consommer davantage. Donc la diffusion est aussi importante. Quand on fait ces trois sommes, on s'aperçoit qu'on va jusqu'à 27% d'économie. Tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on ne parle pas. Là, je ne parle que de solutions. Mais l'usage, la formation à l'usager, on peut aller chercher vite fait 10, 15, on a parlé de 20%, mais 10, 15, moi j'en suis convaincu. Et ça, c'est la prise en compte, c'est comment s'approprient les systèmes et comment s'approprie le fonctionnement, le pull, le gros pull que je connaissais de Cubes. Voilà, tout ça, on peut aller vers de la performance énergétique et surtout faible consommation. Bon, bien sûr, décret tertiaire, on vous en parlait tout à l'heure, je ne vais pas rajouter, mais c'est 40% d'ici 2030. Alors, quand on revient sur les usages, pilotage intelligent, on va d'abord piloter les températures, on va mettre des consignes, 19 degrés, 20 degrés, on choisit. Après, on va piloter des plages de confort éco ou hors gel. Je ne l'ai pas mis hors gel. Hors gel, c'est vacances. Éco, c'est week-end ou nuit. Et confort, c'est quand on est en occupation. Sur la partie ventilation, si je rajoute de la détection de présence qui va me passer en débit d'air neuf hygiénique voulu par rapport au nombre d'occupants, je peux avoir un système qui baisse entre 3 et 8%. Si je veux aller plus loin dans de la qualité d'air et un contrôle par sonde CO2, là, on peut monter jusqu'à 6-13% d'économie par rapport à une solution classique, globale, sans pilotage intelligent. Les économies se font, c'est ça que je veux dire, par rapport si on rajoute derrière. Et la diffusion optimisée, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit 2 degrés. Tout à l'heure, on l'a dit, 1 degré, c'est 7%. Je vous ai dit que l'écart peut être facilement de 2 degrés, voire 3 degrés, voire 3 degrés. On a des dérives de 3 degrés à travers la diffusion. On a mis entre 5 et 15. Voilà. Tout ça fait ce qui permet c'est des leviers qui sont simples, qui permettent de faire des économies d'énergie. Pour finir, on a parlé de l'éligibilité au C2E. Faut savoir que la partie RR est sujet sur la PAC RR, éligible au C2E sur la PAC RR. Donc c'est une règle c'est la BTH 158. Elle demande des spécificités de machines de performance. Les machines sont certifiées au revend. Si vous avez une PAC inférieure à 12 kW, on va parler de SER et de scope de supérieur à 4.2. Juste à titre d'information, 4.2, c'est quoi? C'est pour 1 kW de consommation électrique, je donne 4,2 kW de puissance. Voilà, tout simplement, il faut comprendre. Et c'est là la performance. Si vous avez des puissances supérieures à 12, on ne va plus parler de SER de scope, on va parler de performance en pourcentage. Voilà. Pour la partie traitement de l'air, donc là, c'est éligible même en ventilation simple flux ou en ventilation double flux. Et pour une puissance de centrale, on vous donne des performances à obtenir de centrale. Et à titre information, excusez-moi, il faut que je mette les lunettes. Quand on parle de certificat d'énergie, vous avez un site qui s'appelle certificat au pluriel -économie-énergie.net. Vous allez dans le secteur tertiaire et vous avez un moteur de calcul. Alors j'ai pris ce matin ou hier, plutôt hier, le cas d'une école de 1200 mètres carrés. Je me suis dit que ça correspondait à 10 classes dans ma tête. Peut-être que je me suis trompé, mais j'ai pris ce cas d'école parce qu'on vous demande de rentrer la surface du bâtiment, on vous demande de rentrer le lieu, le département. Eh bien, si je mets une double flux avec de la modulation de débit par pilotage CO2, je suis arrivé à une valeur proche des 6 000 €.
de C2E. J'ai fait la même chose pour une PAC RR, toujours pour 1200 mètres carrés. C'est 4 435 €. Voilà sur les valeurs que j'ai trouvées pour vous donner à peu près des idées de niveau de financement dû par les C2E de ce genre de système. Voilà, il y a plein de systèmes, une chaudière performante, il y a le photovoltaïque, il y a plein de choses qui sont finançables par des C2E. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci à tous. De toute façon, on va aborder la question des financements juste après.